Selon le ministère de la Santé publique, plus de 3000 enfants naissent autistes au Cameroun chaque année. Si à ce jour, il est difficile d'avoir des statistiques exactes sur le nombre de personnes vivant avec ce trouble, des chiffres parlent de 100 000 cas recensés par an. Le trouble du spectre de l'autisme est mal connu au Cameroun. Accusés de sorcellerie, ces enfants sont stigmatisés, rejetés, abandonnés par leur famille et même la société. L'autisme n'est pas une maladie. Selon l'OMS, c'est un trouble envahissant du développement caractérisé par un développement anormal ou déficient, manifesté avant l'âge de 3 ans avec une perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun des 3 domaines suivants: interaction sociale, communication verbale ou non verbale, comportement au caractère restreint et répétitif. Chaque personne présente de différentes combinaisons de traits autistiques et a des intensités différentes. Loin de la détection de ce spectre, le grand défi aujourd'hui est celui de l'encadrement et de la scolarisation des enfants autistes. À ce jour, il existe quelques établissements privés, fruits généralement de l'initiative de parents d'enfants autistes. Ce soir, à côté du TSA, nous parlerons donc de la prise en charge. On le sait, l'absence de communication est un des signes de l'autisme. Les troubles du langage, comment corriger ce manquement et donc ouvrir la porte à la socialisation, on en parle dans un instant. Notre hôte est un produit de la 2e promotion de l'école des auxiliaires médicaux de Lomé, c'est au Togo. Le premier orthophoniste d'État au Cameroun est notre invité. Le docteur Mao Masoué est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane, merci à la STV, merci de l'invitation. Je suis très content et très heureux d'être parmi vous pour pouvoir édifier sur les questions d'autisme. Très bien. Commençons sans plus tarder. Comment connaît-on qu'une personne souffre d'un trouble orthophonique? Je commence parce que je le dis parce que vous êtes orthophoniste. Ouais. Déjà, nous allons commencer à parler déjà des troubles du langage. Dites-nous précisément comment savoir que cette personne qui est devant nous a un trouble orthophonique. Alors, je ne dirais pas trouble orthophonique, mais différentes pathologies liées au langage et à la communication. D'accord. Tout ce qui est lié à la communication et au langage fait partie du répertoire de l'orthophoniste en termes de rééducation. Alors, si vous avez quelqu'un qui bégaye, vous avez quelqu'un qui bafoue les mots, vous avez quelqu'un qui cherche les mots, vous avez quelqu'un qui manque de mots, à partir de ce moment, cette personne doit nécessairement voir un orthophoniste. À côté des troubles de la communication, c'est des gens qui ne communiquent pas. Vous avez également des personnes qui ont des problèmes de déglutition, de respiration, d'attention. Voilà, toutes ces personnes sont concernées par un suivi orthophonique. Donc, j'ai envie de dire, quand on était petit, on nous disait que quand on est bègue, c'est à vie. Est-ce que lorsqu'il va venir le bègue, par exemple, je prends le cas du bègue parce que c'est un peu commun, oui. Est-ce que lorsque le bègue vient chez l'orthophoniste, il a des chances de retrouver une façon normale de parler? Ben, tout à fait. Il y a des techniques qui sont appropriées pour les personnes bègues, par exemple. Avant de venir dans votre plateau, j'ai reçu tout à l'heure un jeune médecin généraliste. Voilà. Comme pour dire que ça touche tout le monde. Oui. Donc, qui bégaye, qui a de la panique, qui a de la peur, qui est émotionné face aux gens. Moi, je suis en face d'une célèbre journaliste. Je devrais logiquement, si je n'étais pas orthophoniste, être paniqué par tout ce qu'on trouve en termes de matériel, de communication. Donc, dans ces conditions, par exemple, si vous avez une personne qui bégaye, elle va forcément bégayer. Mais retrouver cette personne dans son milieu normal de tous les jours, le bégaiement va être estompé ou va être moins grave que si elle était en face de vous et vous rencontrez par exemple pour la première fois. Donc, on ne guérit pas du bégaiement, mais on cesse de bégayer par des techniques que les orthophonistes apportent aux personnes, par exemple, qui bégayent, pour leur permettre justement de pouvoir canaliser leur énergie et leurs paroles quand elles sont en face. Voilà des personnes qui, d'après elles, les jugent sur leurs paroles, quoi. Elles sont impressionnées par certaines personnes ou des milieux. Tout à fait. Le milieu peut être cause de bégaiement. Une situation qui arrive de façon spontanée peut être cause de bégaiement, par exemple. D'accord. Alors, quelles peuvent être, bon, on est déjà entré dans les causes, hein, mais quelles peuvent être, en dehors du bégaiement, des causes du trouble de langage? Alors, les causes sont multifactorielles. Les causes sont multifactorielles.
Dans le cadre d'un retard de langage, par exemple, ça peut être un enfant qui est issu d'une famille où il y a des antécédents de problèmes de langage. Ça peut être une fragilité au niveau du langage dans la famille. Parce que quand on fait, par exemple, une anamnèse, on va chercher tous ces éléments-là. Donc, on va constater, par exemple, que les parents ont eu soit un retard de langage, soit ont bégayé ou ont eu un trouble quelconque de langage. Maintenant, ça peut être un trouble de langage, c'est-à-dire que la personne arrive à parler, mais on constate qu'il y a une inintelligibilité du discours ou bien il y a une déformation sur les mots. Vous arrivez à la phase la plus grave qui est ce qu'on appelle la dysphasie, c'est-à-dire que l'enfant va avoir des mots, c'est un peu comme un assemblage de mots mais qui n'ont aucun sens. C'est le trouble le plus grave, l'enfant va légèrement évoluer mais il n'y aura jamais un rattrapage avec l'âge pour que l'enfant développe un langage qui est celui d'un enfant du même âge. Et il va grandir comme ça, vous allez trouver des gens comme ça, et parfois vous avez certainement vu des gens, vous vous dites, mais pourquoi il parle comme ça? Il n'arrive pas à parler correctement, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que cette personne est par exemple dysphasique. Donc il y a plusieurs troubles qui sont liés comme ça, et où la personne n'arrive pas. Maintenant, ça dépend du développement du cerveau également. C'est pourquoi il faut faire des IRM, il faut faire des électroencéphalogrammes pour voir quelle est la cause. Il y a des personnes qui naissent comme ça, qui sont justement, où la zone du langage est sous-stimulée. Voilà, il va falloir par exemple les techniques orthophoniques pour pouvoir stimuler ces zones de langage pour qu'elles se mettent à point et pour que la personne retrouve la parole ou bien le langage normalement. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure d'anamnèse. Oui. Expliquez-nous, nous ne sommes pas... Alors, l'anamnèse, c'est la première partie du bilan. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez moi, par exemple, avec votre enfant et vous vous plaignez de ce que votre enfant a des problèmes de langage. Il ne parle pas bien ou il ne parle pas du tout, il a 2 ans, il ne dit aucun mot. Alors, je vais faire cette première partie d'évaluation ou de bilan qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire que je vais comprendre tout ce qui est antécédent. Est-ce qu'il y a dans la fratrie, par exemple, des gens qui ont eu le même problème? Est-ce que dans la famille, par exemple, il y a eu le même problème? Est-ce que c'est arrivé suite à un accident? Est-ce que l'enfant a été malade, par exemple? Est-ce qu'au niveau de sa vie de tous les jours, est-ce que c'est un enfant maladif? Est-ce qu'il est bien portant? Est-ce que sur le plan physiologique, il a grandi normalement? Est-ce qu'il a marché normalement? À quel moment il a dit son premier mot, par exemple? Ça, c'est l'anamnèse. Et ensuite viendra donc ce qu'on appelle le testing maintenant à travers les épreuves d'évaluation, d'étalonnage selon l'âge, qui vont nous permettre de voir effectivement si l'enfant a un retard qui est considérable, sur lequel il faut s'inquiéter, voilà. Ou bien le retard avec des conseils donnés aux parents peut leur permettre justement à la maison de stimuler et de pouvoir voir évoluer leur enfant. Bon, l'orthophoniste va être contre tous ces préjudices de parole où on dit il faut attendre parce que c'est un garçon, soit c'est une fille, non. Il faut stimuler dès qu'on commence à constater une absence ou un manque. Voilà. Et à partir de là, il faut également maintenant consulter pour avoir des conseils adéquats pour permettre aux parents de savoir comment s'orienter. À quel moment s'inquiéter? À quel moment se dire là il y a certainement un souci? C'est à la plus tendre enfance. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne babille pas déjà à 9 mois, 8-9 mois, ça devrait déjà vous interpeller. Un enfant qui ne sait pas répondre à l'appel à son nom, se retourner, ça devrait vous interpeller. Un enfant qui a 12 mois est dans l'impossibilité de pouvoir dire papa, maman, ça devrait vous interpeller. À 1 an et demi, 2 ans, n'est pas capable de former la petite phrase, ça devrait vous interpeller. À 3 ans, quand il ne forme pas une phrase syntaxiquement correcte, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, et répondre en contexte à une question qui est posée, ça devrait vous interpeller. D'accord. Alors, si un enfant dit le contraire de ce qu'il veut, est-ce que c'est un trouble? C'est-à-dire, il veut par exemple que sa maman le porte. Oui. Il dit je te porte. Je veux dire, il ne lui dit pas porte-moi, mais il te dit je te porte. Oui, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter parce que quand vous prenez les étapes du développement normal du langage, le langage obéit à un développement qui est linéaire. Et à partir, déjà il faut investiguer quel âge a cet enfant. Parce que je vous ai dit, quand vous prenez les étapes du développement, vous savez qu'à tel âge, à tel âge, à tel âge, cet enfant est capable d'avoir tel niveau de langage. Voilà, il a tel niveau de compréhension. Si ces éléments, à cet âge-là, manquent et qu'il est censé être dans le langage, ça devrait. À un ancien enfant dit « maman porte », on ne devrait pas s'inquiéter parce qu'il est déjà dans le langage. Mais si à 2-3 ans, il inverse plutôt, vous devrez vous inquiéter parce qu'il devrait déjà être dans le process normal du langage. Alors, comment faire pour identifier? Vous avez commencé 9 mois, il faut qu'il commence à babiller, à faire des bruits, des sons avec sa bouche.
1 an, il faut qu'il commence à dire papa, maman ou également à 9 mois? Il y a des enfants qui sont précoces, Oriane. Ça, on saurait le déterminer clairement. Faut pas spécifier. Mais il y a le minimum basique qu'on devrait avoir. C'est-à-dire qu'à 9 mois, le contact oculaire doit être là, le babillage doit être là. Les premiers moments pour ceux qui sont précoces sont là. Mais de 9 à 12 mois, c'est la période qui est requise pour pouvoir avoir les premiers mots. Mais un enfant peut les avoir à 18 mois. Il est dans ce qu'on appelle un retard. Et un retard, c'est quelque chose qui se rattrape. Si à 2 ans, 2 ans et demi, l'enfant n'a toujours pas dit papa ou maman, là, il faut on commence à s'inquiéter véritablement. Parce que ce que je voudrais préciser également, c'est qu'entre le moment requis, où l'enfant devrait développer certaines compétences de langage, on ajoute généralement 6 mois pour se dire, avec toute la lenteur possible dans l'acquisition du langage, pendant ces 6 mois, c'est une période où l'enfant peut rattraper pour pouvoir s'exprimer correctement. D'accord. Dites-nous déjà, est-ce qu'il y a une différence entre trouble du langage et trouble de la parole? Le trouble du langage, le langage va concerner le message que l'on décrit. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que les éléments du message, est-ce qu'il est intelligible, est-ce qu'il a un sens? Maintenant, au niveau de la parole, c'est généralement la voix. Est-ce que la voix est bonne, par exemple, pour s'exprimer? Est-ce qu'il n'y a pas de couac dans la voix? Est-ce qu'elle n'est pas faible? Est-ce qu'elle n'est pas trop forte? C'est le réglage, en fait, de la voix. Est-ce qu'il n'y a pas de dissonance dans la voix de la personne qui parle? C'est à partir de ce moment qu'on essaye de faire cette différence entre les deux termes évoqués. D'accord. Quelles peuvent être les conséquences du trouble de langage? Un enfant qui a un trouble de langage, par exemple, c'est un enfant qui va mal parler, forcément va mal se faire comprendre par les autres. Papa, donnez-moi 2. Il faut beaucoup prêter l'oreille pour mieux comprendre ce qu'il a dit. Vous allez interpréter ce que ça veut dire. Il y a des phrases qui sont beaucoup plus graves que la phrase que je viens de citer et qui ne vous permettront pas d'être en interaction avec l'enfant. D'accord. Maintenant, si vous corrigez cet enfant qui a déjà une petite conscience de ce que la phrase qu'on a dite n'est pas bonne, ça peut créer sur le plan psychologique et mental une frustration qui fait que l'enfant va se replier sur lui-même. Et donc, du coup, ne va plus avoir besoin de cette motivation de pouvoir continuer à interchanger avec vous. Alors, est-ce que tout à l'heure, on parlait d'âge pour repérer déjà les premiers signes. Oui. Mais est-ce que le trouble du langage a un âge? C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, est-ce que c'est constaté seulement chez l'enfant? Est-ce qu'on ne peut pas également constater un trouble de langage chez un adulte? Ou c'est, puisqu'on a parlé de 9 mois, 12 mois, ça veut dire que ça reste dans la petite enfance. Est-ce qu'on ne peut pas constater cela également chez l'adulte? Alors, la précision que je voulais faire, en tenant compte des âges, si vous êtes entre les premiers mots de production verbale, c'est-à-dire que partant de 9 mois où il y a une espèce de précocité, jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, vous êtes dans ce qu'on appelle un retard. Et le retard, c'est quelque chose qui se rattrape. Si le matin, vous aviez rendez-vous à 7 heures avec quelqu'un au travail, et vous arrivez 5-10 minutes après, c'est un retard, et le lendemain, vous êtes certain d'être à l'heure. Le trouble, c'est quand c'est déjà à partir de 5 ans, donc il devient structurel, donc difficile à rééduquer. Donc voilà, j'essaye d'abord de mettre cette différence. Maintenant, chez l'adulte, bien évidemment, il peut y avoir des troubles de langage. Quand vous avez fait, par exemple, un accident de la voie publique, nous sommes sur les motos tous les jours, ça peut nous arriver. Vous êtes pressé d'aller au marché et bam, ce qu'on ne souhaite pas, mais vous arrivez à faire un accident de la voie publique, vous pouvez avoir un trouble de langage. Vous êtes, par exemple, victime d'un coup sur la tête, ce qu'on ne souhaite pas non plus, et vous pouvez perdre le langage, vous êtes dans un trouble de langage. Vous pouvez faire un AVC, comme j'ai beaucoup de patients en ce moment, et qui ont des problèmes au niveau de la production verbale, c'est pas fluide, absence de mots total, vous êtes dans un trouble de langage. Il y a des maladies de Alzheimer, il y a Parkinson qui font partie des troubles de langage qu'on rencontre et qui sont de plus en plus quotidiens dans notre société. Et chez les jeunes en plus, s'il vous plaît. D'accord. Alors, comment savoir, lorsqu'il y a trouble de langage, que ici, la personne qui est devant moi est sous le spectre, c'est quoi? Trouble du spectre autistique. Trouble du spectre autistique. D'accord. Ok. Bonne question, parce qu'il faut distinguer les simples troubles de langage et dans le cas de l'autisme, par exemple. C'est pourquoi nous avons parlé d'investigation dès le départ. C'est-à-dire que même dans le cadre de l'autisme, quand vous recevez les parents, le premier motif de consultation, c'est parce que l'enfant ne parle pas. Et quand l'enfant ne parle pas, un bon clinicien, c'est celui qui va d'abord faire une observation
physique de l'enfant quand ils arrivent. Oui. Est-ce que c'est un enfant qui va commencer à avoir du flapping, qui bouge ses mains comme ça? C'est un enfant qui va dans tous les sens dans la salle, qui ne reste pas tranquille, qui n'est pas intéressé par le thérapeute qui est en face de lui, mais qui est plutôt porté vers les objets qui sont dans la salle, qui va faire des crises pour un rien, qui se tape par terre. Donc tous ces éléments, avant de rencontrer le parent, vous renseignent. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le parent ne vous dira pas. Le mot autisme est un mot très lourd et difficile à assumer de la part des parents. C'est comme un couteau qu'on vous plante en plein cœur. Donc il est difficile. Pour nous qui sommes des thérapeutes de terrain depuis un bon moment, nous évitons généralement même de prononcer ce mot avec le parent. Mais maintenant, il suffit que le parent l'aborde pour que vous allez dans ce sens pour lui dire. Maintenant, quand l'enfant arrive, l'évaluation, comme j'ai dit, l'anamnèse et ensuite le testing va vous ramener en fonction du comportement que vous observez sur le sujet, va vous permettre de savoir si vous êtes déjà une suspicion de cas d'autisme ou pas. Parce qu'un enfant qui vient naturellement, qui n'a d'autres problèmes que son langage, il est assis, même s'il ne parle pas correctement, va entrer en interaction, parce que la communication, ce n'est pas le fait simplement de parler, c'est les gestes, voilà, la communication non verbale existe. Donc à partir de ce moment, ça vous permet de distinguer déjà quel est le profil, le type d'enfant que vous avez en face de vous, et puis savoir maintenant comment vous allez orienter. Maintenant, s'il s'avère que vous soupçonnez de l'autisme, il y a des tests qui sont spécifiques pour les cas d'autisme. Et en fonction de cela, maintenant, vous allez évaluer l'enfant et peut-être demander des examens complémentaires pour être sûr. Parce qu'il n'est pas de notre ressort de diagnostiquer, de donner le diagnostic aux parents, même si vous voyez la pathologie, mais orienté par des tests, envoyés chez les confrères médecins pour leur demander des examens complémentaires qui vont certainement confirmer ou non de l'autisme ou non chez ce patient. Est-ce qu'on peut dire que, sachant que le trouble, ça dit que il y a le trouble du langage. Oui. Est-ce que je peux dire qu'il est le dénominateur commun entre... Comment je vais même expliquer cela? Le trouble est spécifique selon la définition à chaque personne. Tout à fait. Est-ce que le trouble du langage est comme un dénominateur commun? Ou alors d'autres personnes présentant ce trouble-là n'ont pas les problèmes de langage? Alors, je vais retourner votre question pour la compréhension de nos téléspectateurs. Le premier motif de consultation, comme j'ai dit, c'est le fait que l'enfant ne parle pas. Oui. Ça, c'est l'élément premier. Deuxième élément, maintenant, quand vous êtes thérapeute et que vous investiguez sur les problèmes du trouble du langage, qui est justement le problème qui amène le parent, vous commencez par faire des observations qui sont minutieuses. Est-ce que cet enfant, par exemple, dans le cadre de l'autisme, est-ce que cet enfant, par exemple, a les éléments basiques de communication? D'accord. Il y a ce qu'on appelle les fondamentaux. Est-ce que l'enfant regarde? Est-ce que l'enfant écoute? Est-ce que l'enfant est attentionné? Est-ce que l'enfant pointe? C'est ce qu'on appelle les précurseurs à la communication. C'est ça qui va vous permettre de distinguer chez cet enfant ce que vous observez chez tout autre enfant que vous avez déjà vu. La plainte étant la même, mon enfant a un problème de langage. Parce que parfois l'enfant ne parle pas, la maman ou le parent ne saura pas vous situer exactement sur quoi il s'agit comme problème de langage. C'est à vous maintenant, au travers des questions que vous allez avoir en entretien avec elle ou avec le parent, vous allez vous poser des questions, lui poser des questions pour mieux affiner et orienter votre évaluation. Donc, ceci dit, ce que vous recevez en entretien, ce que vous recevez également dans l'échange avec l'enfant vous permet de vous situer clairement maintenant sur le type de problème que l'enfant a en termes de production de langage. Maintenant, dans le cadre du simple retard de langage ou bien du trouble de langage, il y a que le sujet a quand même des choses qui vous font savoir qu'il n'y a que le problème de langage. Chez la personne avec autisme, vous allez constater le comportement. C'est lui qui est l'élément qui vous met sur la voie. La voie, ok. Donc, le comportement vous renseigne de ce que nous sommes dans un cas atypique et forcément, nous devons réorienter, c'est-à-dire que notre évaluation. C'est ça qui fait la distinction. D'accord. Alors, on va peut-être s'intéresser brièvement à l'autisme lui-même, pas seulement au trouble du langage, on va revenir bien évidemment. Est-ce qu'à ce jour, on peut donner des causes à ce trouble-là? Les recherches évoluent, mais pas de cause.
les recherches évoluent pas de cause. On parle des facteurs neurobiologiques, on parle des facteurs génétiques, c'est-à-dire que dans une famille où il y a une fragilité génétique, par exemple, il est possible qu'un enfant puisse naître, il y a de grandes probabilités qu'un enfant puisse naître avec l'autisme là-dedans. Lorsque vous dites fragilité génétique, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de fragilité génétique, il y a des problèmes, par exemple, des familles où il y a des trisomiques 21, ainsi de suite, parce que quand on parle du spectre autistique, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans l'autisme. Oui. Voilà, parmi lesquels un enfant peut être autiste et être trisomique, peut être autiste et être malentendant, donc il y a plusieurs éléments qui rentrent là-dedans. C'est des éléments associés. D'accord. Maintenant, il y a des facteurs génétiques, c'est-à-dire que vous avez dans une famille un enfant autiste, il est probable, la probabilité est grande qu'on puisse encore en faire un autre. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a les prédispositions liées à l'environnement qui sont neurologiques. Si vous êtes dans un environnement qui est pollué, vous êtes dans un environnement pas très sain, c'est-à-dire qu'une maman qui est enceinte, par exemple, je vais le dire trivialement comme ça pour que les gens essayent de nous comprendre. Vous avez une maman qui est enceinte, par exemple, qui est exposée, par exemple, aux déchets d'animaux, à un environnement qui c'est pas sain, si je veux le dire comme ça. Voilà, les fumées des cigarettes pendant qu'elle est enceinte, voilà, des milieux alcooliques et tout le reste, des grandes fumées, par exemple, peut prédisposer la maman à avoir un enfant. Mais je dis, tout ça reste encore des hypothèses. Oui, voilà. Ce sont des suppositions, rien n'est arrêté. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des types d'autisme? Oui, il n'y a pas un autisme, il y a des autismes. D'accord. Il y aura que des enfants autistes auront des symptômes qui se rapprochent les uns des autres, avec au niveau du comportement, c'est-à-dire qu'avec ce qu'ils produisent, mais chacun est spécifique à sa manière. Ce que vous allez trouver chez un enfant X n'est pas forcément ce que vous allez trouver chez un enfant Y. Ça peut être plus accru chez X et pas chez Y. Ça peut être moins accru chez l'autre et pas forcément chez l'autre. La sévérité n'est pas la même. Vous allez avoir un enfant autiste qui est capable de parler, mais il est autiste, mais qui est incapable de pouvoir être en interaction avec vous. Vous allez avoir un qui n'a pas la moindre parole, mais qui est capable d'être en interaction avec les autres. Donc c'est pourquoi on parle d'autisme, sauf que au niveau de la symptomatologie, ils ont plusieurs symptômes qui sont mis ensemble. Par exemple, des interactions sociales, c'est des gens qui ne vont pas s'intéresser. C'est-à-dire qu'au jeu avec les autres, ils ne vont pas comprendre l'intérêt d'aller avec les autres. Ils sont capables de faire tout seuls. Au niveau de la production verbale, c'est des gens qui ont des compétences au plan des performances qui dépassent leur capacité de langage. Donc, ils ne vont pas trouver la nécessité de venir vous demander quoi que ce soit pour pouvoir réaliser quelque chose. C'est des personnes que vous allez voir qui ont un talent précis sur quelque chose de précis et qui ne veulent pas sortir de là. C'est des personnes, par exemple, qui vont s'intéresser aux objets qu'aux personnes. Parce que ce que nous employons en termes de langage, vous et moi, depuis que nous sommes là, nous avons dit plus d'1 million de mots. Oui. Et pour l'autiste, le langage va vite. Donc, ils sont plus visuels qu'expressifs. Donc, à partir de là, chacun a sa particularité, mais il y a des symptômes qui sont communs. D'accord. Alors, à une certaine époque, on a eu une série, je veux comprendre, est-ce que l'encadrement peut nous conduire à une personne qui s'ouvre un peu au public et qui développe même des compétences un peu particulières. Je n'ai pas envie de dire qu'il soit comme un surdoué. Ouais. Parce qu'à une certaine époque, on a eu une série très célèbre à la télévision où on voyait c'est un médecin autiste. Ouais. Est-ce qu'on peut encadrer un enfant autiste jusqu'à ce qu'il devienne autonome, j'ai envie de dire? Alors très bonne question également encore, mais je vais devoir faire encore 2 ou 3 précisions. C'est pourquoi votre précédente question est une réponse à la question que vous venez de poser. Et des éléments que j'ai donnés également, c'est-à-dire qu'il y a des autismes. Vous avez, si on prend selon les 2 grands auteurs qui ont travaillé sur l'autisme, à savoir Léo Kanner, on parlait des autistes de Kanner, et également Hans Asperger. Très bien. Alors, Léo Kanner a travaillé sur des autistes dits classiques, c'est-à-dire que ceux dont le quotient intellectuel n'est pas très élevé, mais qui ont des compétences et des capacités, s'ils sont bien entraînés, bien encadrés, à pouvoir s'en sortir dans la vie. Vous avez Asperger qui a travaillé sur des autistes très intelligents, parfois on parle d'autistes de haut niveau, qui ont un QI qui est au-delà de la moyenne, qui font des choses incroyables, qui peuvent vous dessiner une ville
juste pour l'avoir survolé en 30 minutes. C'est-à-dire que la ville de Douala, par exemple, en hélicoptère, ils sont susceptibles de vous la dessiner au détail près. C'est un don énorme. Mais qui auront également un problème. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de comprendre pourquoi vous leur demandez comment va leur épouse, comment va leur frère, comment va leurs parents à la maison. Ils ne font pas le lien. Alors que vous, naturellement, quand vous arrivez dans vos locaux le matin, on va vous dire bonjour Oriane, comment vous allez, comment va la famille, ainsi de suite. L'autiste d'Asperger, il est très intelligent, plus intelligent que nous deux réunis, mais il ne comprendra pas. C'est-à-dire que l'importance des rapports sociaux. Ouais. Voilà par exemple. Et malgré leur intelligence, on constatera que c'est des personnes qui vont toujours continuer à être dépendantes des autres personnes. Mais c'est des personnes, qu'elles soient autistes de Canet, je reprends encore l'expression, mais qui est vieille, peuvent être entraînées au quotidien, rééduquées et qui deviennent des personnes autonomes. Si vous allez dans les sociétés dites développées aujourd'hui, les garçons de café, ceux qui sont à la caisse, les fleuristes, les boulangers, ils sont à tous les niveaux de la société. Mais ils sont tellement bien entraînés, bien rééduqués que vous ne pouvez pas vous rendre compte que c'est des personnes avec autisme. Et c'est l'objectif pour lequel nous voulons que notre société arrive à comprendre que la personne autiste a une place, comme toutes les autres personnes, à son niveau dans notre société. D'accord. Alors, certains disent également qu'il y a des autismes, des types d'autisme qui n'affectent que les garçons et d'autres qui n'affectent que des filles, et également des degrés. C'est-à-dire qu'il y a des autistes qui ne vont répondre à rien du tout, c'est-à-dire que le parent ne sait pas s'il parlera ou s'il entendra, s'il pourra être interactif un jour. Est-ce que c'est vrai? Si oui, expliquez-nous un peu. Bon, ça a été... la science évolue, c'est ce que je vais vous dire. Ça a été longtemps pris comme ça et considéré comme ça. C'était avec le DSM-4 qui est la classification américaine des maladies mentales. Nous sommes au DSM-5 aujourd'hui qui ne fait plus dans ces classifications, qui distingue simplement, c'est-à-dire que les problèmes qu'on rencontre chez la personne autiste et le degré de sévérité. Il n'y a pas d'autisme, il y avait le syndrome de Rett, c'est ce que vous dites, l'autisme qui est spécifique aux filles. C'est ce qu'on appelait le syndrome de Rett et aujourd'hui qui ne fait plus partie de la nomenclature avec le DSM-5 qui est la classification que je venais de citer. Donc aujourd'hui ce qu'on regarde, c'est est-ce que l'enfant est autiste, est-ce qu'il répond aux critères qu'on définit, le trouble des interactions sociales et de la communication. Est-ce que ces deux critères définis amènent l'enfant à être répétitif et restreint dans les compétences qu'il devrait avoir, d'où le comportement. Si la personne a ça, elle est autiste, qu'elle soit fille ou garçon, il faut s'en occuper. Maintenant, la dépendance existe, oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui est limité par lui-même sur des compétences parce que son cerveau ne l'amène pas à pouvoir développer certaines compétences par elle-même, cette personne sera forcément limitée quelque part. Non pas qu'elle ne possède rien en termes de bagage intellectuel et génétique, mais sauf qu'il y a une perturbation dans son fonctionnement neuronal et cérébral, qu'il faut tout lui apprendre, ce qui devait être appris de façon naturelle pour qu'il y ait de, réorganiser les choses dans son fonctionnement afin qu'elle puisse s'en servir pour être autonome dans la vie de tous les jours. D'accord. Est-ce qu'il y a des types de troubles, plusieurs types de troubles de langage de la personne autiste? Parce que dans nos recherches, on a vu l'écholalie. Oui, l'écholalie, c'est le fait de répéter « comment ça va ?» Vous me répétez « comment ça va ?» On parle d'écholalie ou échopraxie. D'accord. Mais quand vous êtes dans le milieu de l'autisme, vous allez comprendre qu'en réalité, il y a eu un problème de compréhension. La personne n'a pas compris pas ce que vous avez dit, mais pas compris qu'il y a une forme de réponse qu'on donne à une question qui est posée. Donc, je ne réponds pas parce que j'ai entendu, mais je dois répondre par autre chose pour rester dans un contexte de communication. La pauvreté, comme j'ai dit, la sous-stimulation au niveau des neurones font que la personne n'a pas acquise, c'est-à-dire que tous ces éléments, c'est-à-dire que fondamentaux, basiques avec lesquels on grandit, elle doit les apprendre. C'est ça qui fait donc la difficulté dans le monde autistique. Mais quand la personne est suffisamment stimulée, elle est suffisamment accompagnée, elle est suffisamment rééduquée, vous aurez du mal à croire que c'est cette personne qui est partie de rien, qui n'avait pas le moindre mot et qui est susceptible aujourd'hui de vous tenir une conversation et rester dans un contexte de communication. Donc, on comprend bien qu'il y a plusieurs types de troubles de langage alors. Tout à fait.
En dehors de l'écolalie, qu'est-ce qu'il y a? Au niveau de à part l'écolalie, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a même une absence de langage dans l'autisme. Ça, c'est un trouble qui est particulier également. C'est-à-dire qu'il y a une absence totale de langage. Est-ce que c'est parce que l'enfant n'entend pas? L'enfant entend, mais il est dans l'impossibilité de pouvoir vous dire le moindre mot. C'est-à-dire que la zone qui est requise pour le langage est complètement off. C'est-à-dire qu'en termes de stimulation, c'est-à-dire que c'est complètement fermé. Il faut donc des éléments à travers l'écoute, vous stimuler à travers des tambours, des chants, pour que la zone commence à être en éveil. À côté, vous avez maintenant, comme j'ai dit, on parle du spectre autistique. Dans le spectre, vous pouvez avoir, par exemple, un autiste qui est dysphasique, c'est-à-dire qui va parler, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est le trouble le plus sévère du langage, par exemple, mais dont le langage n'aura aucun sens. Oui. Donc il faut ramener pour que cela ait un sens. Vous allez trouver des autistes également qui sont sur le plan de la production verbale. Comment je vais dire? Quel est le terme que je vais utiliser? C'est des véritables machines à parole, pour s'exprimer de façon triviale, qui parlent, ils sont même pédants à la limite, mais dont le langage n'est pas fonctionnel. Parce que c'est quoi le langage? Le langage, c'est nous exprimer comme nous sommes en train de faire, rester dans un contexte précis de communication, vous me posez les questions et je vous réponds, et vous vous rassurez que je suis en train de répondre à vos questions. Mais si je dis pain, chewing-gum, dormir, aller, j'ai parlé. Mais qu'est-ce que j'ai dit? On n'a rien dit. Voilà. Donc c'est ça. Vous allez trouver des personnes qui ont assez de mots, très enrichis verbalement, mais qui sur le plan de la fonctionnalité du langage, le discours est inintelligible. Est-ce que dans les cas de troubles du spectre autistique, il y a la précocité? C'est-à-dire que si on vient, le diagnostic est précoce, on est sûr de s'en sortir? Est-ce qu'ici, il faut aussi venir... Oui, c'est le véritable problème que nous avons actuellement au Cameroun, mais je pense que quand j'ai commencé en 2010, à aujourd'hui, quand je fais une comparaison, quand même, on évolue. On évolue, il y a des bons médecins qui sont sur la place dans le pays et qui voilà, n'attendent que les parents pour la plainte. Mais je pense que c'est plus le moment où les parents arrivent. Parce que vous savez que nous sommes dans un contexte africain où le langage est quelque chose de naturel, où on sait que quel que soit le moment où on va parler. Mais sauf que nous n'avons pas tenu compte des conditions qui changent également, c'est-à-dire que le monde étant devenu un village planétaire, voilà, on tient pas compte des véritables changements que nous subissons également. Donc, avec les familles, on va vous dire, il y a la thèse du garçon qui continue à exister jusqu'aujourd'hui. On va vous dire, c'est un garçon, non, il faut laisser, il va parler plus tard. Et si d'aventure, vous êtes dans une famille où le papa a parlé tardivement ou bien le grand-père a parlé tardivement, on va vous dire, non, son grand-père a mis 6 ans, il a eu 7 ans, il a eu 8 ans. C'est en ce moment que les premiers mots sont sortis. Donc, il y a cette fameuse thèse-là. Il y a la fameuse thèse également de la fille, non, à tout moment, ça peut venir comme ça. Donc, voilà, on continue à attendre. Mais les parents devraient pouvoir observer. C'est-à-dire que quand on commence à observer l'échange au niveau du regard, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les précurseurs à la communication. Si ces éléments, vous commencez à les regarder chez votre enfant de 6 mois vous regarde dans les yeux, échange le sourire avec vous, vous manipule, c'est-à-dire que dès que vous êtes à côté parce qu'il a besoin de vous, même quand vous l'avez langé et tout, il va pleurer. Mais quand vous n'avez pas tous ces éléments, vous commencez à vous inquiéter. Qu'est-ce qui fait que le diagnostic parfois est tardif? C'est justement parce qu'on a un enfant qui ne pleure pas, qui ne dérange pas, il nous laisse aller au travail et on revient tranquillement. Voilà, c'est le petit prince qui ne dérange pas. Donc voilà, un don du ciel qui est plutôt tranquille et ça arrange les parents. Mais malheureusement, cela aura des effets plus tard. Mais de plus en plus, on consulte plus jeunes. Il y a des médecins qui sont là, il y a des psychologues qui sont là, il y a des psychiatres qui sont là. Donc je pense que beaucoup ont eu la chance d'avoir les enfants diagnostiqués précocement. Alors, est-ce que... si dans les lectures, il y a des autistes qui sont diagnostiqués adultes, oui. Comment est-ce que moi qui suis là, je fais pour savoir que je ne suis pas autiste ou que je ne cache pas quelques troubles? Bon, maintenant, si nous prenons simplement les définitions que nous avons données, est-ce que vous vous retrouvez dans les définitions que j'ai données, c'est-à-dire qu'un trouble perdurant de la communication sévère? Est-ce qu'au niveau des interactions sociales, vous avez des difficultés à être en rapport avec les autres? Mais comment savoir donc un adulte, peut-être que je ne pose pas bien ma question, comment savoir que cet adulte est autiste?
parce qu'il a d'abord eu un cursus normal. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Est-ce que ça aussi, c'est le fruit peut-être d'un accident de la circulation ou autre chose? Bon, non. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? L'accident, je reviens là-dessus pour que vos téléspectateurs vous comprennent. L'accident, c'est dans le cadre du bégaiement ou bien du retard de parole simple qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Bon, dans le cadre d'autisme, il faut le dire, on est autiste, hein, on ne le devient pas. On est autiste. Oui. Voilà. Maintenant, c'est des remarques, c'est pourquoi je dis, le problème sera un défaut de consultation. Okay. Parce que si vous avez quelqu'un qui a grandi avec vous, qui sur le plan des interactions sociales a de la difficulté à être avec les autres, mais qui présente tous les autres critères, caractères, ah d'accord, on va dire il est juste calme. Il est juste calme. C'est l'occasion de commencer à éveiller un peu les consciences pour dire que soupçonner quand même quelque chose. Il est peut-être mieux de consulter et de n'avoir rien comme résultat négatif. Vous comprenez un peu. Mais vous pouvez avoir quelqu'un qui, sur le plan des relations interpersonnelles ou bien avec les autres, va avoir de bonnes relations avec les autres, mais qui, sur le plan de la communication, la communication est tellement laborieuse, c'est-à-dire que malgré les efforts que la personne fournit, elle ne va pas avoir une communication pour son âge, comme on dit. Et à partir de ce moment également, il y a de quoi s'inquiéter et pouvoir se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il est temps de consulter. Ce n'est pas qu'à nous que ça va arriver dans les sociétés occidentales, quand vous voyez des grands chercheurs, des grands penseurs, mais les gens vous disent tous les jours, j'ai découvert que j'étais autiste à 27 ans, à 30 ans, et un peu plus même. D'ailleurs, maintenant que les critères se resserrent également en termes de diagnostic, ben, avec les critères qui se resserrent, les gens commencent à se sentir, à se poser des questions si elles n'ont pas été autistes dans leur vie. Et quand elles consultent, effectivement, elles vont voir s'il n'y a pas eu des quoi qui les prédisposaient ou bien où elles ont vraiment été autistes. Et bon, puisqu'on reste dans, il y a le langage, il y a le comportement. Si on a quelqu'un d'hyperactif, Oui. c'est-à-dire qui ne sait pas rester sur place, est-ce que là aussi il faut s'inquiéter de... Il faut aussi aller consulter si ce n'est pas un autiste caché? Ben, tout à fait. Tout à fait. Tout ce qui est en moins ou en plus est source de problème. On parle de l'homéostasie, la voie de l'équilibre. C'est-à-dire que soit un enfant ou un sujet n'a pas quelque chose, ça inquiète, soit il en a trop et il y a de quoi s'inquiéter. Bon, le trouble, ce qu'on appelle le TDAH ou TDAH, qui est un trouble déficit de l'attention de l'hyperactivité ou sans hyperactivité, peut être aussi un élément d'autisme. C'est-à-dire qu'on peut être autiste et avoir un trouble d'hyperactivité. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des pathologies. C'est pourquoi on parle de spectre. La notion de spectre, ça parle de l'hétérogénéité qu'il y a dans l'autisme. Et comme pour dire qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'autisme, comme nous avons dit tout à l'heure. On peut trouver un élément X et Y chez un enfant autiste A. On trouve un élément X simplement chez un enfant autiste B. Donc, vous allez trouver des enfants qui sont autistes mais qui sont hyperactifs. Vous allez trouver plutôt des enfants autistes qui sont inhibés. C'est-à-dire que vous pouvez les faire asseoir là toute la journée, ils sont tranquilles, ils ne sont pas gênés, ils sont plutôt contents. Et ça arrange plutôt le parent pour qui le regard social n'est pas très porté vers l'enfant, avec tout ce qu'on sait en termes de mots et de langage pas très approprié pour eux. Ça arrange le parent. Qui serait plutôt content d'avoir ce type d'enfant inhibé que d'avoir un enfant qui bouge et où le regard, tout le monde dira, ben là, lui, tiens, cet enfant-là bouge énormément. Est-ce qu'il y a... Moi, j'ai des parents, malheureusement, qui ont eu des réprimandes dans des églises parce qu'ils amenaient leurs enfants qui sont autistes à comprendre aussi la parole de Dieu. Voyez, et des personnes vraiment qui semblent être des personnes, entre guillemets, bien portantes et entre guillemets, normales, qui vont vous dire, mais votre enfant-là, il embête. Alors qu'on parle d'autisme tous les jours, ça ne vous interpelle pas que de voir quelqu'un qui a un comportement qui est décalé, qui est différent. Et à la fin, vous ne posez même pas la question aux parents de savoir pourquoi cet enfant est comme ça. Et vous dites aux parents, votre enfant là, il nous embête, il nous empêche de pouvoir suivre la messe et tout. Et le parent, dans ces conditions-là, rentre chez lui et étant désemparé par une remarque désobligeante de plus et qui enfonce davantage dans l'autisme. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre l'autisme, le trouble du spectre autistique, les troubles envahissants du comportement? Ou alors c'est la même chose? Bon,
Le spectre autistique regroupe tous ces éléments, parce que le trouble envahissant de développement, ça c'était la première nomenclature de définition qu'il y a eu avant de parler de TSA. Okay. Tout ça aujourd'hui, c'est avec l'avancée de la science et les recherches, on passe d'un terme TED à TSA. C'est-à-dire que pour parler du spectre qui est large et qui comprend pas mal de choses qu'on ne soupçonne pas, mais toujours est-il dit que le développement de l'enfant est envahi par un comportement qui est inadéquat. L'enfant subit quelque chose. C'est-à-dire qu'il sort des critères ordinaires définis par la société. Ça fait qu'un enfant qui reçoit par exemple une information, il est bombardé par des stimuli qui soit vont l'amener à avoir un comportement qui sort de l'ordinaire et donc du coup il se fait remarquer, soit l'amener à être encore très calme et donc du coup devient inhibé comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est des questions de terminologie, mais qui rentrent aujourd'hui dans ce qu'on appelle le spectre. Si vous tenez juste compte que le spectre est hétérogène, il y a plusieurs éléments qui peuvent rentrer là-dedans. Voilà, et on peut trouver chez X et pas chez Y, vous comprenez que voilà, c'est la même chose. Et l'autisme, si vous prenez le terme tel que ça a été défini à son début, c'est l'isolement. Je suis reclus sur moi-même et pas sur les autres. Ce qui fait dire à un penseur que l'autisme, c'est le soleil, mais avec les rayons inversés vers l'intérieur. D'accord. Alors, comment faire émerger le langage ou la communication chez un autiste? Et est-ce que là, c'est un début de solution? Est-ce que lorsqu'il commence à communiquer, on peut se dire, voilà quelqu'un qui est vers, j'ai envie de dire, la guérison, entre guillemets? Bon. Oui, heureusement que le terme il est utilisé entre guillemets. La guérison, disons-le, pour vous reprendre entre guillemets, mais plus la socialisation, parce que plus on est socialisé envers les autres, mieux on comprend les autres, mieux on comprend le fonctionnement social et donc du coup on est adapté au fonctionnement social. Est-ce que les autistes sont plutôt dans un monde qui est plutôt un monde que l'on souhaiterait, dans lequel on souhaiterait être et pas nous? Mais il y a un fonctionnement social qui existe déjà vers lequel on conduit les personnes avec autisme. Donc, oui, le fait d'être déjà en interaction verbale avec les autres nous permet quand même d'être sur la même longueur d'onde, de pouvoir se comprendre, de pouvoir échanger, de pouvoir avoir des sujets sur lesquels on va parler et que le langage, comme j'ai dit tout à l'heure, a une fonction. À partir du moment où un être commence déjà à parler, s'il ne parlait pas avant, vous allez voir sur le plan comportemental quand même des modifications qui vont se faire, que peut-être c'était quelqu'un qui bougeait, qui ne comprenait pas du tout, qui commence à comprendre, qui commence à parler et qui va commencer vraiment à s'adapter au fonctionnement que vous voulez. Alors qu'avant ça, elle ne comprend pas, ben, elle vit sa liberté en fait. Mais comment faire donc émerger cette... Bon, comment faire émerger? Justement, c'est ça le rôle de l'orthophoniste. L'orthophoniste... dès qu'il a reçu en consultation cet enfant, va voir à quel niveau se situent réellement les déficits et à partir de là, va commencer maintenant à mettre des techniques de rééducation. Moi, par exemple, j'ai commencé avec des enfants à mes débuts où l'enfant, vous sentez qu'il a la capacité de pouvoir dire les mots parce qu'il émet des sons, par exemple, mais il est difficile pour lui, par exemple, de pouvoir prononcer un mot. Et c'est très difficile pour un enfant autiste de dire à un enfant autiste, répète après moi, ou bien dis ceci. Ça n'a aucune importance pour l'enfant autiste à partir du moment où ça ne lui apporte aucun intérêt. Par exemple, ce qu'on va faire, on peut avoir les images d'animaux dans un cabinet d'orthophonie et avec des images d'animaux, par exemple, on va commencer à faire des onomatopées. Les onomatopées sont juste des sons, des bruits de l'environnement, c'est-à-dire qu'un animal peut produire un son, par exemple, de l'eau qui coule sur un robinet, par exemple, un simple bruit, et l'enfant va s'y plaire. Par exemple, un enfant qui ne peut pas dire manger, devant un plat de nourriture, on va lui montrer, on va dire miam miam. C'est beaucoup plus plaisant. Il est plus facile pour un enfant de dire miam miam que de dire manger. Pour un enfant, par exemple, pour un chien, le chien aboie, ça ne veut rien dire pour l'enfant. Vous montrez le chien, waf, waf, et vous commencez à stimuler comme ça par de petites choses. Quand vous êtes arrivé, vous avez dépassé cette phase. Vous arrivez maintenant à une phase de production verbale. C'est-à-dire que ce qu'on appelle des holophrases, les mots-actions. Quand vous commencez avec votre enfant qui veut, par exemple, se soulager, vous allez lui dire popo, vous allez lui dire pipi, vous allez lui dire manger. En fait, vous utilisez un verbe d'action pour désigner quelque chose. Et c'est plus tard que, quand c'est déjà acquis, c'est-à-dire que quand vous lui renvoyez sans forcément demander à l'enfant de répéter, parce que plusieurs fois il va l'entendre, et un jour certain,
il va commencer aussi à produire. Et dès que vous entendez déjà les premiers mots être produits, et vous allez maintenant commencer à enrichir vos phrases jusqu'à ce que vous ayez des enfants qui sont capables d'arriver à la production d'une phrase complète et pleine de sens. Alors, je sais que vous êtes orthophoniste. Dans les thérapies adaptées, est-ce qu'il y a autre chose que la communication, le langage? Je veux dire, est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a des traitements à faire avec sur le cerveau? Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans les thérapies pour les autistes? Pour ce qui est de l'orthophoniste, la médiation, ce n'est pas la parole. D'accord. Uniquement. Maintenant, pour les enfants qui sont inattentifs, hyper agités, comme nous avons dit tout à l'heure, il y a des séances de relaxation que nous faisons justement pour leur apprendre sur le plan neuronal à pouvoir descendre d'un cran et pouvoir être disposés à écouter. Maintenant, nous travaillons avec des médecins. Les orthophonistes sont contre la prise en charge médicamenteuse chez les psychiatres, par exemple. Mais on ne peut pas l'interdire parce que si vous avez des enfants qui sont de grands hyperactifs, ben, il faut bien qu'à un moment donné, les médicaments qui sont des neuroinhibiteurs puissent être donnés à l'enfant vraiment pour permettre à l'enfant de dépenser moins en énergie. Parce que vous avez des enfants dont la dopamine est fortement sécrétée dans le corps et qui fait que l'enfant a de la peine à pouvoir rester une minute tranquille. Ben, malheureusement, je vous enverrai peut-être une vidéo que vous allez voir où un parent dit le seul moment où l'enfant est calme, c'est 30 secondes dans une journée. Vous imaginez ce genre de cas? Donc il y a des médiations qu'on va faire par les relaxations, maintenant des conversations avec l'enfant, on écoute. Voilà, il y a des thérapies qu'on peut faire. Il y a la musicothérapie qui est aussi un des aspects de l'orthophonie. Voilà, qu'on va développer pour pouvoir amener l'enfant à se canaliser. Voilà, et puis on va recommander des activités externes comme le tennis pour l'attention et la natation également pour pouvoir canaliser énormément l'enfant. Nous allons proscrire par exemple la consommation des boissons à fort taux de sucre, par exemple tout ce que nous consommons tous les jours, et plus de recommandations pour les jus naturels par exemple. Voilà, donc ou si le parent ne peut s'empêcher, on demande de diluer fortement, c'est-à-dire que les boissons que les enfants ont l'habitude de prendre, voilà, pour que ça baisse un peu au niveau du sucre, du taux de sucre, pour que ça baisse un peu, pour que sur le plan neuronal, ça baisse, ça diminue également le taux d'inattention et d'hyperactivité chez l'enfant. D'accord. Au risque de me répéter, est-ce qu'il y a des outils de communication lorsqu'on est face à un autiste? Oui, tout à fait. Il y a des outils de communication. Par exemple, un enfant qui est non-verbal, il faut bien qu'il communique. Parce que communiquer, c'est au-delà du langage, comme nous l'avons dit en début d'émission. Nous avons par exemple des images qu'on appelle les pictogrammes, qui sont ce qu'on appelle une communication alternative. Il y a le langage parlé complété qui est un jeu de signes, mais il va falloir en ce moment que vous, la famille, et l'enfant, vous soyez sur le même diapason en termes de formation et de connaissances. Voyez. Donc maintenant le pictogramme par exemple nous évite l'interprétation de ce que l'enfant voulait dire parce que l'image elle est claire, elle est précise. Avec le pictogramme, à partir d'une seule image, vous pouvez savoir ce que l'enfant veut. Et le pictogramme, c'est-à-dire que la formation au PEX, par exemple, va amener l'enfant à structurer clairement sa phrase avec des images et qui va vous donner, vous allez répéter pour comprendre ce que l'enfant vous demande. Et à partir de là, vous êtes dans une espèce de communication non verbale mais alternative. Parce qu'il faut dire, il y a un grand nombre d'enfants autistes qui ne parlent pas, il y a ceux qui parlent. Même dans ceux qui parlent, il y a ceux qui disent des choses mais qui ne sont pas fonctionnelles. Donc il y a des méthodes alternatives que nous utilisons. Voilà. Par exemple, donc, le quotidien de l'enfant Oriane, nous utilisons également ce qu'on appelle la méthode TICH, qui est une structuration. C'est-à-dire que dans une maison, par exemple, nous pouvons recommander à un parent d'avoir des éléments, c'est-à-dire que des images qui sont disposées un peu de partout, qui permettent à l'enfant de comprendre le mécanisme de la journée. Je me suis réveillé le matin, voici ce que j'ai à faire, voilà ce qui suit, voilà ce qui va suivre après. Après, je me suis habillé, je suis prêt. Il y a des images près de la salle à manger qui m'indiquent petit déjeuner, ensuite goûter dans le sac, ensuite je prends mon sac pour l'école. Il y a des éléments, on construit en fait la journée d'un enfant autiste pour qu'il n'y ait pas de la frustration, de l'incompréhension par rapport à ce qu'il veut. Et tous ces éléments vont se trouver dans toutes les pièces d'une maison, par exemple. Très facile à faire. Il suffit juste que le parent soit accompagné
et qu'il se retrouve dans un contexte de communication où ça va être facile de communiquer avec son enfant. Je n'ai pas dit parler, communiquer avec son enfant, qui lui aussi, par le biais de ce moyen, va savoir ce qu'il y a lieu de faire. Mais est-ce que, bon, je me dis que avant d'appliquer cette méthode, il faut connaître déjà à quel degré est son enfant et le trouble que son enfant a. Oui, cela est défini déjà à partir du bilan effectué. D'accord. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut poser un bilan s'il n'y a pas d'autres éléments, donner un diagnostic, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autres éléments qui demandent la présence d'autres professionnels. Okay. C'est-à-dire qu'il faut d'autres professionnels. On peut dire qu'il y a des éléments complémentaires pour lesquels on a besoin de l'avis des autres professionnels. Voilà, on va vous envoyer vers ces professionnels-là. Et puis peut-être après maintenant, il y a un médecin qui sera spécialisé pour vous donner le diagnostic. Mais si c'est des troubles simples de langage et qu'on voit, tout de suite, on vous dit sur le plan orthophonique, nous avons constaté que votre enfant tant, et voilà, il peut déjà être rééduqué. Il a tel problème de langage et sur lesquels on va vous donner des pistes également. Mais ce que je voudrais préciser aussi, c'est que nous travaillons avec les parents. C'est-à-dire que le parent est outillé, c'est un co-thérapeute en fait. Vous embrayez juste sur la question qui allait suivre. Mais avant ça, est-ce que le fait de... je ne sais pas, c'est la méthode par pictogramme ou plutôt, là où dans la maison, on indique... Oui, le teach. Oh, ok. Oui. Est-ce que on ne va pas le robotiser aussi un peu? Je veux dire, dès qu'il sera face à une situation qui ne rentre pas dans ce qu'il connaît, il est bloqué et peut encore développer une autre frustration. Ben, je dirais non. Je dirais non, parce que en fait, cette méthode est une méthode de structuration. Okay. Et maintenant, quand vous vous baladez par exemple avec votre enfant, c'est-à-dire que ça, nous avons parlé d'un contexte de maison. Okay. Voilà. Maintenant, quand l'enfant doit venir par exemple à la télé, par exemple, une émission, on veut bien voir ce que c'est qu'un enfant autiste en vrai, et pas que c'est toujours l'orthophoniste ou bien les autres thérapeutes qui viennent. Ben, il y a des pictogrammes que l'enfant va utiliser. Il a tout un cahier de communication avec lequel il marche, dans lequel on indique, voilà, nous allons à la télé aujourd'hui. Et quand il arrive, maintenant, on va lui indiquer, là, nous sommes à la télévision. Et après, dès que c'est fini, on monte le chemin retour. Donc, il vit avec un cahier de communication qui peut être une petite sacoche qui est très indiscrète, même que vous ne pouvez pas constater. Et qu'on montre à l'enfant, on déroule juste sa bande de communication qui est certainement pliée dans sa sacoche et on lui donne des éléments. Donc, ça veut dire que partout où il part, parce que forcément, on reprend la même chose au quotidien sans se rendre compte et on évolue comme ça dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tu vas au supermarché, il y a un pictogramme qui est approprié pour on va à l'église, il y a un pictogramme qui est approprié pour on va à la télé, ainsi de suite et partout où on va. Donc ça ne le robotise pas. D'accord. Il apprend et il apprend également les mots qui vont avec, qui se répètent et qui forcément vont entrer dans sa zone de langage et qui vont l'amener forcément un jour à développer des compétences au niveau verbal. Est-ce que l'enfant autiste est conscient de son état? Est-ce qu'il sait que je ne suis pas comme les autres, je suis particulier? Est-ce qu'à un moment donné, je veux dire dans la rééducation, il arrive à comprendre qu'il n'est pas, il est particulier? Bah, au tout début, non. Au tout début, non. Mais avec le travail et la rencontre avec les autres, il va commencer à faire des observations et maintenant ça dépend du discours qu'on lui apporte pour lui faire comprendre de la différence qu'il y a avec les autres. Parce qu'il faut bien parler à un enfant et lui dire dans quel milieu il est, c'est pourquoi on les scolarise. D'accord. Voilà, et ils vont comprendre tout de suite dans les jeux, dans les approches avec les autres, quelle est la différence à partir des marques qu'ils ont. Là, on va lui dire, voilà, tu n'es pas comme les autres, voilà, mais tu peux jouer avec tes camarades. Et on amène les camarades, par exemple, à aller le solliciter pour l'amener dans un milieu pour pouvoir former un temps. Ça nous amène maintenant à parler de la sensibilisation et donc de la place du parent dans le processus d'encadrement d'un enfant autiste. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il doit assister à toutes les séances? Et comment est-ce qu'il fait son quotidien désormais quand il constate, quand le diagnostic est posé? Alors, je parlerai moi de mon expérience. D'accord. Alors moi, quand je rencontre les familles, les parents, la première rencontre, il faut forcément rencontrer les parents. Malheureusement, je rencontre plus de maman que de papa. Quand vous les rencontrez, après le bilan, vous leur donnez quelle est la démarche à suivre, le projet thérapeutique. Le projet thérapeutique va comporter tout ce que l'enfant va faire. Maintenant, vous avez le projet thérapeutique, mais vous n'obéissez pas toujours au projet thérapeutique parce qu'en cours de chemin, il y a des choses que vous pouvez constater, vous êtes obligé de changer le projet thérapeutique. Oui. Et nous faisons ce qu'on appelle de la guidance parentale. La guidance parentale permet d'envoyer des éléments qui sont nécessaires pour le travail également à la maison. C'est-à-dire que le parent va d'abord venir en cabinet, on va discuter avec lui, on va lui montrer les éléments de ce que nous travaillons.
Et nous lui donnons sa part de travail à faire. Parce que le parent ne sera pas un orthophoniste, mais c'est un co-thérapeute. Et dans la triangulation de la prise en charge, nous avons une barre oblique qui est une barre parent, une barre oblique qui est une barre thérapeute. Et ce qui nous lie, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Donc, le parent doit nécessairement travailler avec l'orthophoniste ou bien tout thérapeute pour pouvoir faire avancer son enfant. Nous faisons des guidances parentales, nous faisons du coaching. Moi, par exemple, il est difficile dans le contexte d'aujourd'hui pour les parents de chercher l'argent et de venir payer des séances d'orthophonie. Moi, j'ai adopté une méthode très simple depuis des années, c'est que la plupart de mes séances, je les filme et je les envoie aux parents, avec des objectifs clairs et précis. Voilà. Et maintenant, s'ils n'ont pas bien compris, ils ont le droit de me demander une séance pour venir mieux comprendre, parce que parfois on comprend mieux quand on est en face de l'autre. Voilà, ils ont le droit de venir. Et maintenant, je leur demande également en retour de pratiquer à la maison, de me renvoyer également des vidéos pour que je fasse des corrections sur ce qui a bien marché ou sur ce qui n'a pas bien marché. Mais rassurez-vous, quand vous avez des parents qui travaillent, vous avez des parents qui sont capables de beaucoup de choses, qu'ils ignorent. Donc, c'est des co-thérapeutes qui n'ont pas à se négliger, qui se disent non, ça se fait simplement dans le bureau de l'orthophoniste. Non, ça se fait également à la maison et nous devons suivre le même rythme que l'orthophoniste pour pouvoir arriver au même résultat. Vous avez fait une remarque tout à l'heure. Est-ce nécessaire d'avoir les deux parents tout à fait. Pour l'équilibre de l'enfant également ou pour renforcer le processus d'encadrement? C'est plus qu'important d'avoir les deux parents, Oriane. C'est plus qu'important. Pourquoi? Parce que pour l'équilibre psychique de l'enfant, c'est important. D'abord, de deux, pour que ça permette au père qui est toujours absent de comprendre réellement, c'est-à-dire de quoi souffre son enfant. Parce que parfois, ce n'est que la mère qui supporte le poids de cette difficulté et le père, forcément pas. Ce n'est pas toujours l'argent qui fait avancer l'enfant. C'est vrai, il faut en chercher pour aller voir des spécialistes, mais je dis, on est capable aussi en tant que père, ce qui est la voie d'autorité naturelle, de pouvoir accompagner son enfant afin qu'il puisse recevoir. Parce qu'un enfant qui reçoit plusieurs sons de cloche, c'est un enfant qui bénéficie de beaucoup. Une maman, la voix de la maman est une voix affective, pour laquelle l'enfant à un certain âge ne va pas toujours obéir. Il est tout petit, il va grandir. À un moment donné, il n'obéit plus totalement à la mère, parce qu'il sait ce que représente la mère. Mais le père est le symbole de l'autorité. Et à un moment donné, il faut bien qu'il prenne le relais pour aider son épouse, sa femme, pour que les compétences qu'elle n'arrive pas à mettre en place, qu'il puisse les développer chez cet enfant qui aura besoin d'un accompagnement toute sa vie. Donc la place du père est prépondérante. Alors, un enfant autiste, il est issu d'une famille. Tout à fait. C'est-à-dire, ce n'est pas que le père et la mère, il a des cousins, il a des tantes. Comment faire, par exemple, si j'ai envie qu'il aille en vacances chez sa tante et qu'il ne soit pas stigmatisé? Parce que c'est l'un des combats aujourd'hui, la stigmatisation et le rejet de ces enfants-là. Alors, je dirais simplement que les vacances, par exemple, pour un enfant autiste, c'est un projet. D'accord. C'est quelque chose qui se prépare. On ne se jette pas comme ça dans une mare au crocodile. Que ce soit par amour ou par désespoir, vous allez vous faire bouffer. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de préparer, c'est-à-dire que les vacances de l'enfant. Et c'est même un très bon projet. C'est-à-dire que pour que l'enfant ne soit pas toujours, c'est-à-dire que dans sa famille, il ne voit que les mêmes choses tous les jours à répétition. Il faudrait préparer, c'est-à-dire que cette famille qui va accueillir l'enfant, il faudrait préparer l'enfant qui va aller dans cette nouvelle famille. Ça commence à se faire par des rencontres de petits moments, par de petits moments. Et puis progressivement, on commence à élargir le temps de rencontre jusqu'à ce que l'enfant arrive à intégrer dans sa tête tous les membres de la famille dans laquelle il va aller. En fait, les accepter, d'autres visages, pour que cette transition puisse se faire pacifiquement. Parce qu'autrement, c'est les personnes qui sont, comme je vous ai dit, le centre d'intérêt étant limité et restreint, s'habituent à des choses qu'ils connaissent tous les jours. Le changement fait peur. Même aux personnes neurotypiques. Voilà. Donc, c'est des projets. On les prépare pendant longtemps et puis progressivement, maintenant, on arrive au stade de la réalisation. Donc, il faut
guider également les familles. Il faut guider les oncles, les tantes, les cousins, les neveux et les nièces. Nous, par exemple, dans le cadre du suivi, il nous arrive souvent de demander aux parents, est-ce que votre enfant n'a pas un cousin, n'a pas un neveu, n'a pas une nièce? Parce que dans la plupart des cas, vous allez constater que c'est des enfants qui sont toujours seuls. Oui, parce que son autisme va se faire remarquer, il va déranger. Non, il ne dérange personne. C'est nous qui ne fonctionnons pas avec lui comme il se doit. Oui. Donc si vous appelez des gens, les pères, c'est-à-dire que les enfants du même âge, ils vont forcément comprendre à force de leur expliquer. Je vous prends un exemple. À une certaine époque, je travaillais pour une certaine structure que je nommerai pas malheureusement. Il y avait un petit garçon qui était... c'était une fratrie de 2. Il y avait un petit garçon, il y avait une petite fille. Et par hasard comme ça, dans la cour de récréation, un éducateur a appelé le petit garçon par 2 fois de suite et il n'est pas venu parce qu'il était intéressé par ce que faisaient les autres camarades. Et c'est sa petite sœur qui vient dire à l'éducateur, mais pourquoi tu l'appelles comme ça? Tu ne sais pas qu'il est autiste. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il faut former, il faut informer, il faut sensibiliser toutes les couches sociales, tous les membres de la famille. Parce que même dans votre propre famille, vous pouvez être rejeté. Et si la famille vous rejette, combien de fois la société? Non, et puis personne. Alors justement, vous parlez de sensibilisation. Est-ce que vous, qui êtes des professionnels qui gèrent au quotidien ces enfants spécifiques-là, est-ce que vous programmez des séances de terrain? Parce qu'ici, on parle de Maxi Yaoundé Douala Bafoussam. Oui. Est-ce que dans l'arrière-pays, ils savent ce que c'est? Parce que parfois, le rejet vient de l'ignorance. On est dans une société africaine. Dès qu'on ne fonctionne pas comme tout le monde, c'est forcément un fait maléfique ou un mauvais sort. Ou... Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller dans le Cameroun profond, déjà pour sensibiliser, pour qu'on comprenne? Parce qu'à la fin, quand on vous écoute, on comprend que ces personnes sont capables de beaucoup de choses. Tout à fait. Si elles sont bien encadrées. Tout à fait. Est-ce que dans vos projets, vous ne pensez pas à le faire? Ou alors, vous êtes bloqué quelque part? Je ne sais pas, je suis pute. Ben, nous essayons de le faire, nous le faisons. Nous le faisons en décembre dernier, par exemple, nous avons visité 5 villes du Cameroun. D'accord. Dans les 5 villes du Cameroun, Douala, Yaoundé, Edéa, Baganté, Bafoussam, où il y a un nombre impressionnant d'enfants autistes. Ça, on ne pouvait même pas le penser. Donc, nous avons constaté que le mal est vraiment profond, comme vous avez dit. Ben, nous sensibilisons. Nous sensibilisons. Maintenant, la sensibilisation aussi a un coût. Le coût, c'est la volonté des pouvoirs publics. Okay. Les thérapeutes sont présents. Le discours, pour le faire passer à ceux qui doivent le recevoir, est prêt. Mais nous pensons que si les pouvoirs publics prennent à bras le corps des projets comme tels, ben, il n'y a pas de souci. Mais à nos dépens personnels, ben, nous avons commencé par exemple un vaste projet en décembre que nous allons poursuivre. Imaginez-vous les cas d'autisme qu'il y a dans les zones anglophones. Des villes comme Konsamba n'ont pas d'orthophoniste. Boya, à peine Douala est servi. À peine Douala est servi. Donc vous comprenez que Ngaoundéré Maroua, c'est une vue de l'esprit. Fortement, il faudrait que vraiment les pouvoirs publics s'intéressent parce que l'autisme devient un problème de santé publique. En 1943, quand Léo Kahn parle de l'autisme, encore qui n'est pas le premier, mais celui qui a le plus illustré le terme d'autisme, on parlait d'une naissance sur 100 000. Aujourd'hui, en 2023, on parle d'une naissance sur 99. Et vous avez donné les chiffres tout à l'heure en entame. Si vous avez 3000 autistes qui naissent au Cameroun chaque année, qui ne sont pas suivis, qui ne sont pas accompagnés. Ça, c'est ceux connus. Voilà. Parce que voilà, maintenant, il y a ceux qui ne sont pas connus, oui, ou c'est des considérations magico-religieuses des us africaines. Vous imaginez que voilà une frange de la population que nous perdons, mais que si elle était bien entraînée, bien rééduquée, bien accompagnée, nous servirait à tous les niveaux de la société. Peut-être que le garçon qui nous ouvrirait la porte ou bien qui nous fera du café dans la salle d'attente avant qu'on arrive ici serait un autiste qui gagne sa vie et qui n'est dépendant de personne.
C'est un cri que nous lançons, nous profitons pour lancer au ministère de la Santé publique et leur dire que nous n'avons pas de réelles statistiques sur le terrain parce qu'il n'y a pas des unités statistiques comme en Europe. Pourtant, c'est faisable. Il y a des étudiants en statistique, il y a des professionnels sur le terrain. Pourquoi de tels projets ne peuvent pas voir le jour alors que nous avons déjà tout sur place? Donc je dis merci à STV qui nous ouvre les portes pour pouvoir en parler. Alors, est-ce que, ça c'est une parenthèse, oui. Vous êtes orthophoniste. Au Cameroun, normalement formé, vous êtes combien? Normalement formé, au jour d'aujourd'hui, nous sommes, je crois, 10. Hein. Nous sommes 10. Est-ce que finalement on a tout pour les encadrer, pour encadrer le petit nombre? Parce que dans les classes spécialisées, je pense que les enfants doivent être 5, maxi 8. Oui. Est-ce que si... Ben, c'est ce que je disais. Écoutez, moi, je suis parti parce que j'ai eu une bourse par une association. Les autres sont débellés par leurs propres moyens. Ouais. Et honnêtement, c'est encore... Nous sommes... Le nombre est très insignifiant. Ouais. Très insignifiant. L'orthophonie va travailler en pédiatrie, au service d'ORL, en néonatologie. Quels sont les services d'hôpitaux que j'oublie? Il y a plusieurs services. C'est au minimum 24 pathologies que l'orthophoniste prend. Les pathologies dégénératives comme les maladies d'Alzheimer, de Parkinson. Donc vous comprenez que si nous prenons simplement le cas de l'hôpital général, le Douala, ça veut dire que par service, il devrait avoir un orthophoniste. Ça veut dire que les 10 que nous sommes pour cette République, on ne suffirait même pas simplement pour l'hôpital général. Mais la chance aujourd'hui, c'est que nous sommes diversifiés. Au Nord Cameroun, j'ai par exemple une jeune collègue, j'avais un projet là-bas, je lui ai demandé d'aller souffrir là-bas et de pouvoir prendre les populations qui sont là-bas. Parce que vous imaginez, ce n'est pas que le Cameroun, hein, il y a l'arrière-pays, le Tchad et à côté, la Centrafrique. Tous ces gens convergent vers Ngaoundéré, Garoua pour avoir des services d'orthophonie qu'ils n'ont pas. Donc, on essaie de se diversifier et nous pensons qu'avec le temps, 10 aujourd'hui, après plus de 10 ans de disette, ben, le nombre va aller croissant et je pense que on va pouvoir un jour essayer. C'est 27 000 et plus en France. Et à côté, j'ai juste cité les services hospitaliers. Des orthophonistes, nous, la plupart, je pense qu'il n'y a aucun qui travaille à la fonction publique. Vous êtes dans des instituts privés. Voilà, nous sommes en libéral, comme c'est le terme le plus utilisé. Et il y a par exemple, comme ça se fait chez les autres, il y a des orthophonistes scolaires. Voilà, qui traitent des problèmes de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Donc, il y a des problèmes d'attention, il y a assez de difficultés et on en trouve tous les jours. Je vous assure, la main sur le cœur, il y a des jours où j'ai des rendez-vous où on m'appelle, j'oublie. Parce que la demande est énorme. Alors, est-ce que vous encadrez avant de rentrer et de revenir un peu à la sensibilisation? Est-ce que vous aussi, vous avez un projet d'encadrer des futurs orthophonistes ou vous n'êtes pas formé pour cela? Bon non, c'est une école d'orthophonie qui forme les orthophonistes. Maintenant, les étudiants en orthophonie qui sont finissants viennent dans des cabinets d'orthophonie auprès des orthophonistes qui sont déjà installés pour faire leur stage de perfectionnement et puis pouvoir aller valider leur diplôme et revenir maintenant s'installer. D'accord. À la faveur de la journée de sensibilisation à l'autisme qui se célèbre les 2 avril, vous faites partie d'un panel engagé pour une collecte de fonds. Ça rentre dans la sensibilisation, ça rentre dans les doléances aussi, non? Dites-nous plus. Sensibilisation et doléances. D'accord. Sensibilisation parce que il y aura une occasion où les gens viendront comprendre ce que c'est que l'autisme, pour ceux qui comprennent à peine ou qui n'ont jamais compris. Ils comprendront ce que c'est que l'autisme, on va en parler de long en large. Il y aura des projections qu'on va faire pour pouvoir informer les populations ou le public qui viendra. Doléance également parce que cette jeune association qui est La Voix des autistes a commencé en 2014. Et le centre a été mis sur pied l'année dernière. Mais en un an, les demandes qui ont été faites caracolent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour pouvoir contenir toutes ces demandes. Il y a des gens qui viennent de l'arrière-pays, qui ont des enfants dans ce centre, qui a même un internat pour la première fois au Cameroun. Vous voyez, des parents qui travaillent en Ngaoundéré, des parents qui travaillent en Konsamba, ont des enfants autistes qui ont besoin d'être suivis. Ils sont obligés de venir les laisser là. Mais maintenant, le centre n'étant pas suffisamment grand, reçoit tout ce beau monde et est limité à recevoir parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc, c'est justement pourquoi
l'association porte cette sensibilisation, mais aussi ce gala caritatif pour que les mécènes, des personnes de bonne volonté puissent aider à avoir quelque chose de beaucoup plus grand et avoir des professionnels pour vous, en fait, comment je vais dire, aider. Parce que, comme j'ai dit, normalement, quand un enfant autiste est suivi, c'est un orthophoniste, c'est un psychomotricien, c'est un ergothérapeute, c'est un psychologue. Au bas mot, c'est une éducatrice spécialisée. Donc, au bas mot, ça fait 5 professionnels. Je vais vous passer le psychiatre, je vais vous passer l'enseignant si l'enfant est à l'école et tout. Donc, ça fait au bas mot une bonne brochette de personnes qui doivent voir cet enfant pour qu'il puisse évoluer. Donc, les besoins sont grands, le centre a besoin de grandir, a besoin de lever les fonds pour pouvoir accompagner ces enfants et permettre aux parents qui sont à l'arrière-pays de comprendre que les enfants ne sont pas condamnés à rester là-bas et qu'il y a une possibilité de les intégrer, par exemple, avec des hébergements ici pour qu'ils puissent. Et il y a des enfants qui sont capables de beaucoup de choses, Oriane. Sont capables de beaucoup de choses. Vous allez voir des enfants qui ont du don pour la musique, pour la peinture, des tableaux qu'on pourra, comme ceux que je vois ici, qui sont très beaux, que les enfants autistes sont capables de réaliser et qu'on ne soupçonnerait même pas. Donc, voilà le cri de cœur. Donc, l'objectif est d'agrandir... tout à fait. D'agrandir et d'avoir des professionnels, professionnels pour accompagner. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une vision de délocalisation? Je veux dire... Oui, quand je parle d'agrandissement, c'est forcément la délocalisation, parce que la délocalisation est pour moi, mais parce que le centre, là où il est actuellement, il n'aura plus la capacité de pouvoir recueillir tout ce beau monde. Donc forcément, on va délocaliser. Pourquoi pas construire si les mécènes le permettent? C'est-à-dire que construire un centre qui sera un centre de référence avec internat, comme on le voit pour les équipes de football et partout, où les enfants viendraient en masse et où les professionnels seront dirigés. Est-ce que les mécènes, par exemple, pourraient accompagner ce centre par... en payant par exemple les services d'un orthophoniste, d'un ergothérapeute, d'un psychologue qui viendra faire des bilans pour nous permettre de voir quel est le type d'autisme que l'enfant a, le degré de sévérité et comment pouvoir l'accompagner. Est-ce qu'ils pourront par exemple s'occuper sur l'aspect social, c'est-à-dire que des activités comme la peinture, la poterie et ainsi de suite, pour que ces enfants puissent faire quelque chose de leur même, deviennent autonomes et indépendants financièrement. Est-ce que vous avez l'impression que votre cri de cœur est entendu? Bon, il a été entendu par STV, puisque vous êtes là. Merci. Est-ce que vous sentez qu'il y a des oreilles quand même attentives à ce cri-là? Vous avez espoir? L'espoir fait vivre. Nous avons espoir. STV nous a reçus. Je pense que c'est une... On ne dira jamais assez merci. Samedi le 1er avril, nous saurons si les lettres qui ont été déposées auprès des entreprises, auprès de mécènes, nous avons quand même engagé la première autorité de cette ville qui tout de suite nous a répondu sans se poser des questions. Si un monsieur comme le gouverneur de la région du littoral nous a accordé le parrainage, ça veut dire que je pense que c'est quelqu'un d'assez attentif et d'assez compréhensif, surtout quand ce sont des causes aussi nobles. Alors, on va bientôt sortir de l'émission. Je vous tends une fois de plus le micro pour passer votre message. Je crois que c'est le cordon bleu. Le symbole de la sensibilisation à l'autisme, c'est le cordon bleu. Le cordon bleu, c'est la couleur de l'autisme. D'accord. Quel message passer à ces mécènes-là pour qu'ils viennent vous aider pour accomplir cette mission-là? Alors, chers responsables d'entreprise, chers mécènes, chers parents, une occasion vous est donnée avec un événement qui a eu lieu pour la première fois dans la ville de Douala, un gala caritatif, sous le haut parrainage de monsieur le gouverneur de la région du littoral. Nous vous prions vraiment de venir nous accompagner parce que l'autisme devient un problème de santé publique. Ne vous dites pas que c'est l'affaire des autres. On peut faire un enfant autiste, on peut avoir un enfant autiste, un neveu, un cousin. C'est l'occasion de venir nous démontrer votre magnanimité et on sait combien elle est grande. Venez vous enrichir sur ce que c'est que l'autisme. Peut-être que vous le comprenez des bureaux, mais venez toucher du doigt la réalité. Et savoir qu'un enfant autiste n'est pas un enfant perdu. C'est un enfant qui a beaucoup de potentialités, mais ces potentialités ne peuvent être mises en exergue que si cet enfant est suffisamment accompagné sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif. Donc, nous vous attendons nombreux, c'est samedi 1er avril, et nous espérons que vous allez répondre présent à nous montrer la largesse de votre cœur
en venant assister à ce gala et pour aider l'association La Voix des Autistes. Alors, il faut dire que la journée, c'est le 2. Le 2 avril, la journée internationale. Est-ce que vous avez des activités pour cette journée-là ou alors vous allez vous arrêter juste... Le gala, nous allons simplement travailler sur le gala cette année, mais il faut dire que La Voix des Autistes est une association qui fait partie de la Fédération des associations qui luttent pour l'autisme, appelée la FATA. Donc, dans la FATA, il y a plusieurs associations qui luttent pour l'autisme. Et le 2 avril, il y a plusieurs événements qui sont programmés déjà et pour lesquels nous allons assister dans les différents événements, conférences, marches, tables rondes. Donc, La Voix des Autistes, après son événement, le 1er, va assister le 2 avril à plusieurs, aider et assister d'autres associations sœurs pour pouvoir converger vers cette lutte-là. Donc, nous n'arrêtons pas le 1er, mais notre événement phare, c'est le 1er avril. D'accord. En dehors de cette soirée de gala où j'imagine que vous allez faire intervenir certains enfants autistes, est-ce qu'il y a d'autres activités publiques où ces enfants interviennent pour montrer à la société qu'ils ne sont pas à part? Ils sont peut-être spéciaux, mais ils ne sont pas à part et ils doivent être mis à part. Il y aura des journées de sensibilisation forcément que nous allons faire, des journées portes ouvertes par ceux qui sont capables de faire, justement pour que le public touche du doigt. Là, nous sommes dans une première édition, comme je l'ai dit, c'est peut-être récent, mais je dis que dans les éditions à venir, et puis avec le temps à venir, c'est des sensibilisations dans les écoles, parce que le projet également, c'est d'amener dans les écoles, parce que parfois quand on parle aux jeunes enfants, aux jeunes élèves, ils ne comprennent pas ce que c'est que l'autisme. On va faire des vidéos que nous allons amener dans les écoles, rencontrer les responsables d'école. Nous allons demander dans les entreprises également, c'est-à-dire que faire des petites projections pour leur faire comprendre. Et puis organiser des journées portes ouvertes où nous allons inviter les médias et tout le public de Douala, par exemple, pour venir voir ce que les enfants autistes sont capables de faire sur place. Et déjà dès la journée du 1er, je pense qu'il y a dans le programme un espace qui est réservé également pour ça, pour que ceux qui viendront en tant que médecins touchent du doigt la réalité avec ce que les enfants autistes sont capables de faire. Bon, je vais un peu revenir sur l'encadrement, permettez-moi. Lorsque, je sais qu'il y a des degrés, les enfants autistes, c'est à des degrés d'intensité différentes, est-ce qu'on peut spécifier le nombre de temps? C'est-à-dire que l'encadrement, pour qu'il commence à être un tout petit peu autonome, c'est quelle marge? Alors, ça dépend. Tout est fonction de la sévérité de l'autisme. Tout est fonction de la sévérité de l'autisme, parce que vous allez avoir forcément des enfants qui sont moins touchés et qui vont évoluer très rapidement. Vous allez avoir des enfants qui sont plus touchés et qui vont évoluer lentement. Le contraire aussi est possible, c'est-à-dire que vous allez avoir des enfants qui sont plus touchés, mais qui sont suivis au quotidien et qui vont recevoir une qualité énorme de stimulation et qui vont avancer plus vite. Vous allez avoir des enfants tout petits, on parle de la précocité dans le suivi, mais vous allez avoir des enfants qui sont déjà âgés, parce que quand on parle de précocité, c'est 2 ans, 3 ans, 1 an et demi même. Vous allez avoir des enfants qui arrivent à 4 ans, 5 ans, mais qui sont beaucoup plus conscients et qui vont s'y coller assez facilement pour évoluer. À contraire, vous avez des enfants qui sont plus petits, mais qui ne sont pas encore conscients dans le jeu, dans cette insouciance-là, ne vont pas véritablement évoluer jusqu'à ce qu'on mette des règles, mais je dis de rigueur, de suivi, pour leur permettre d'être conscients de pouvoir évoluer. Tout est une question de sévérité, tout est une question d'accompagnement, tout est une question de temps d'accompagnement pour pouvoir obtenir des résultats. Et puis, c'est des questions du fonctionnement cérébral. On ne peut pas dire à telle période, on va obtenir tel résultat. C'est fait de l'incantation et ça, il faut éviter. D'accord, on comprend bien que les enfants autistes sont capables de beaucoup de choses. Ils ont un avenir. S'ils sont bien encadrés. Tout à fait. L'avenir, c'est aujourd'hui. L'avenir, c'est aujourd'hui. Il ne faut pas attendre que l'enfant ait 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans pour commencer. Dès que vous avez soupçonné, comme je l'ai dit, des signes qui vous paraissent anodins, qui sortent de l'ordinaire, que vous n'avez pas vu. Si vous êtes une maman qui a déjà des enfants chez vos premiers, commencez à soupçonner. Il est peut-être mieux de consulter que l'on vous dise que cet enfant n'a rien, que d'attendre plus tard où le trouble est déjà structuré pour que plus tard vous commenciez à vous lamenter. Et puis voilà. Non, il y a de l'avenir pour les autistes. Il n'y a pas de fatalité. Les enfants autistes sont capables de beaucoup de choses et peuvent nous servir à tous les strates de la vie.
Et c'est sur ces paroles d'espoir que nous vous disons merci. C'est moi. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci pour ces échanges, pour cette notion. Moi, personnellement, j'en sors grandement édifié. Et nous vous prions de multiplier ce genre d'initiatives parce qu'on a besoin d'être sensibilisés jusqu'au tréfonds de notre pays afin que ces enfants soient sortis des maisons où ils sont enchaînés, soient sortis des maisons où ils sont cachés pour faire éclore au grand jour leur potentialité. Ben, qui dit merci redemande encore. Donc nous sommes ouverts chaque fois que vous voulez avoir de la sensibilisation par le canal de STV, à qui nous disons grandement merci, parce que nous rencontrer comme ça dans la rue et vous avez décidé de nous inviter pour qu'on vienne parler des questions d'autisme qui touchent beaucoup de personnes, qui malheureusement pour certains la honte, pour certains la craignent, du que dire, pour certains voilà, des suspicions énormes avec des considérations que cela peut avoir. Et vous avez décidé comme ça de nous ouvrir vos portes. Et c'est nous qui vous disons grandement merci. Et je pense que le message est passé qu'à travers cette émission, beaucoup de parents vont davantage se lancer, voilà, s'ouvrir pour qu'on puisse apporter de l'aide. Merci encore. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.